Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va? Aurélie, est-ce que ça va? Ok. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais finalement, dès qu'on voit des gens, la première chose qu'on fait, c'est poser une question. Salut, ça va? Eh bien, aujourd'hui, on a Fanny qui vient de chez CGI. C'est une tourangelle, tout comme moi d'ailleurs. Donc, je suis ravie de pouvoir te présenter aujourd'hui. Et aujourd'hui, Fanny, elle va expliquer pourquoi les tech leads, finalement, ils devraient aussi toujours poser des questions quand quelqu'un vient les voir. Fanny, c'est à toi. Merci beaucoup, Annabelle. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là pour mon deuxième DevQuest Niort. Est-ce qu'il y a des tech leads dans la salle? Ouais, un petit peu. Donc, pour ceux qui nous suivent, il y en a à peu près une vingtaine. Est-ce que parmi ces tech leads, il y en a qui connaissent Retsuko, la petite pandarou? Ouais, il y a des fans qui ont tout de suite levé les mains comme ça. Ok. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Retsuko, c'est l'héroïne de Agretsuko, une petite série japonaise. Et Retsuko, c'est une comptable très, très performante dans son entreprise. Et donc, on a tendance à la sursolliciter. Ce qui fait que quand elle n'en peut plus, elle va chanter du métal dans le karaoké, ou encore mieux, dans les toilettes de son entreprise. Donc voilà, vous allez comprendre pourquoi je vous parle d'Agretsuko aujourd'hui. Dans votre quotidien, pour les tech leads qui sont là, mais aussi les autres personnes peuvent répondre, combien sont sollicités au moins 5 fois sur un périmètre qui ne les concerne pas directement? Ok, pas mal. Une dizaine de fois? Pour juste des petites demandes? Pour juste, est-ce que tu peux me valider mon code? Ça ira vite? Ou carrément toute mon architecture, s'il te plaît? Ouais, vous connaissez ce genre de choses? Ok. La vraie question que je vais vous poser, c'est est-ce que sur toutes ces sollicitations, au final, ça ne vous prend pas 2 heures, 4 heures, voire une journée, voire un petit peu plus? Et vous aimeriez du coup retrouver un petit peu de temps de sérénité pour travailler sur vos sujets à vous. Ben oui, mais le problème, c'est que quand on est tech lead, généralement, déjà, on est visible, on est reconnu pour ce qu'on fait, on est expert, on est bon, on répond vite, bien et trop souvent. Parce qu'on connaît le code, on connaît l'histoire un petit peu du projet, de l'équipe, de la boîte dans laquelle on travaille. On connaît les pièges aussi des process internes. On connaît les interlocuteurs, les interlocutrices. Bref, on sait débloquer vite des situations qui sont bloquées. Mais du coup, est-ce qu'on ne devient pas, de cette manière-là, le point de passage obligatoire des équipes qu'on accompagne? Il y a un piège, en fait, quand on est tech lead. C'est qu'on intervient un petit peu partout. On conçoit des architectures, on fait du debugging du code de nos équipes, on veille normalement à la qualité de ce qu'on produit, on fait de la coordination d'action, allez, un peu de mentoring aussi, et puis quand on a du temps, enfin, on développe. Ah bah oui, parce qu'il faut quand même qu'on garde notre expertise de tech lead. Non, en fait, on n'a pas le temps de développer. Il faut aussi qu'on fasse de la gestion de crise. Bref, en faisant tout ça, en le faisant bien, en étant performant, on devient un petit peu le SPOF, le Single Point of Failure, le goulot d'étranglement de l'équipe. Une sorte d'API humaine asynchrone au final. Le piège du tech lead héros, tel qu'on le connaît et tel qu'on le recherche, hélas, dans certaines entreprises, ok, on est très admiré, mais en fait, à force de tout relire, l'équipe va moins réfléchir. À force de tout décider, les décisions seront unilatérales et l'équipe ne va pas apprendre à être autonome dans les décisions. Et plus on va corriger les choses, il y aura de moins en moins de montée en compétences dans l'équipe aussi. Donc le tech lead héros, ça a l'air cool comme ça, mais en fait, c'est un anti-pattern. Et une équipe performante ne devrait pas dépendre d'une seule personne pour réfléchir, pour penser les choses. Le vrai problème, c'est qu'on répond trop vite. Je vais vous prendre un petit exemple comme ça, au hasard. Quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Mon code ne marche pas, est-ce que tu peux regarder ?» Bon, déjà, ce n'est pas vraiment une question, en fait. La personne se décharge clairement sur vous. Réflexe du tech lead, parce qu'on est à fond sur autre chose et on ne veut pas switcher trop de contexte. Oui, ton problème, il vient du POM XML. Waouh, c'est efficace. Sauf que, qu'est-ce que vous envoyez comme message implicite quand vous dites ça? Vous dites à votre interlocuteur ou votre interlocutrice, quand il y a un problème, tu viens me voir, je vais m'en charger. Et ça crée une dette invisible qui s'appelle la dette de dépendance, et qui va en fait habituer
les équipes à passer par vous sans arrêt. Donc en fait, en répondant trop vite, on se crée nous-mêmes la situation horripilante qu'on connaît tous les jours, qui est de ne pas avoir assez de temps à passer sur nos propres actions. Ma proposition, ça va être d'arrêter de répondre. Ok, on va voir comment on va s'y prendre. On reprend exactement la même situation, mais on va prendre un prisme un peu différent. La personne qui vient vous voir et qui dit « Mon code ne marche pas, est-ce que tu peux regarder ?» Au lieu de répondre, on va poser des questions. Ok, qu'as-tu déjà testé? Où en es-tu dans ta réflexion? Qu'est-ce que tu vas déjà creuser? Quelle hypothèse fais-tu? Et là, il se passe quelque chose d'étrange. C'est que, en fait, vous allez relancer la réflexion chez la personne qui vient vous solliciter. Et le message devient, si tu me sollicites, et il faut me solliciter, on se basera sur ta réflexion. Vous ne prenez plus en charge, vous reversez la réflexion et les décisions chez votre interlocuteur. Ça s'appelle le questionnement puissant. Et moi, dans mon boulot, je fais beaucoup de ponts, en fait, entre les différentes... je suis un peu touche à tout. Et la dernière formation que j'ai faite, j'ai découvert le questionnement puissant, donc c'est très, très récent. Je suis encore une baby questionneuse puissante. Et en fait, je me suis dit, c'est un excellent outil pour aider les équipes à penser, réfléchir collectivement, à faire émerger cette intelligence collective. Et pour vous en parler, je vais vous prendre 2 exemples de questions. La première, c'est « Pourquoi tu as fait ça ?» Et la deuxième est « Qu'est-ce qui t'a amené à ce choix ?» Spoiler, il y en a une qui est puissante et il y en a une autre qui ne l'est pas. Quelqu'un vient vous poser une question, c'est qu'il est dans une position de demander de l'aide. Si vous lui répondez bah, « Pourquoi tu as fait ça ?» Est-ce que vous êtes orienté solution? Non. Vous êtes plutôt orienté, d'ailleurs c'est limite une question piège. Est-ce que tu penses vraiment que ça allait passer en production? Ok, on n'est pas dans un sentiment de sécurité psychologique au top. On va avoir tendance à se défendre dans ces moments-là. Donc, si je remets un petit peu de contexte, je viens poser une question parce que j'ai besoin d'aide et je me retrouve à défendre ma solution alors que je sais qu'elle est pourrie. Vous voyez que c'est du non-sens. On ne va pas faire grandir la personne qui vient nous solliciter. Alors que si on lui pose la question « Qu'est-ce qui t'a amené à ce choix ?» Là, la personne va commencer à réfléchir. Et c'est quoi réfléchir? Là, c'est notre cerveau qui va commencer à émettre des hypothèses, qui va se dire « Ok, on va retracer un petit peu le chemin, on va engager la mémoire et l'expérience. » Donc ça, c'est une posture assez forte dans tout ce qui est engagement personnel dans la réflexion. On va commencer à apprendre, parce que la réflexion, c'est de l'apprentissage actif. On va construire un raisonnement, on va commencer à construire un raisonnement, et puis petit à petit, on va aller jusqu'au bout. Et puis enfin, on va développer notre autonomie. Tout ça grâce à une réflexion au départ. Si en face, on joue le rôle du tech lead qui répond tout de suite à tout très vite, qu'est-ce qu'on fait? On réduit toute cette réflexion à peau de chagrin. On ne le redéverse pas à l'équipe. Alors que si on se positionne en tant que tech lead qui questionne, toute cette réflexion, tout cet apprentissage et montée en autonomie va bénéficier à l'équipe directement. Et du même coup, parce qu'il faut qu'on se rappelle surtout pourquoi on veut commencer à questionner l'équipe, on va avoir un nombre d'interruptions qui vont diminuer. Alors elles ne s'arrêteront pas, ne nous l'auront pas, mais par contre on en aura moins. L'équipe va monter en compétences, les décisions vont devenir collectives, bref, l'équipe entière, dont vous, tech lead, allez scaler. Ça prend du temps, par contre, je préfère prévenir. Au départ, c'est même un petit peu inconfortable, mais voyez ça comme un investissement. Tout le temps que vous allez passer à questionner les équipes et à mettre en place ces petits fondements, vous allez le gagner plus tard et vous allez retrouver un petit peu de sérénité dans les choses que vous faites au quotidien. Le questionnement puissant, c'est 3 étapes. La clarification, l'exploration, la responsabilisation. Ces 3 étapes-là, c'est très important qu'elles soient alignées et dans cet ordre précis. Ne pas mélanger les choses. La clarification, qu'est-ce que c'est? On va venir comprendre la problématique. Je vous ai mis quelques exemples, il y en a plein d'autres. C'est par exemple, que veux-tu résoudre exactement? Quel est le comportement attendu? Depuis quand ça arrive? En fait, on cherche factuellement, concrètement, à comprendre ce qu'il y a pour résoudre le bon problème. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, quand on répond vite quelque chose, des fois,
Ce n'est pas la réponse au problème initial. Alors que là, on vient clarifier. Une fois qu'on a clarifié, et seulement quand on a clarifié le contexte, on vient explorer ce qu'on appelle le champ des possibles. Ça vient du coaching. Qu'as-tu déjà testé? Quelles hypothèses est-ce que tu fais par rapport à ça? Quelles options est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on pourrait tester d'autre? On vient vraiment ouvrir tout le panel. Ne surtout jamais refermer les possibilités. Et seulement là, on vient responsabiliser notre interlocuteur. Quelles options te semblent la meilleure? Sous-entendu, quelle décision vas-tu prendre? Pourquoi? Sur quels critères tu te bases pour prendre cette décision? Quels risques éventuels tu vois à telle ou telle solution? Bref. En faisant ça, vous allez responsabiliser la personne en face. Si on reprend le petit contexte de tout à l'heure, mon code ne marche pas, est-ce que tu peux regarder? Si on essaye de mettre ces 3 étapes, on va d'abord venir clarifier. Ok, qu'est-ce qu'on sait exactement? Est-ce qu'on parle de la totalité, par exemple, de l'application ou seulement d'un composant? Là, déjà, la personne qui a l'habitude de vous solliciter et d'avoir une réponse toute faite, elle va être un peu perturbée. Elle ne va pas forcément avoir d'ailleurs les réponses. Ne lâchez rien. Plantez la petite graine. Il faut qu'il ou elle revienne avec une réponse. Ne proposez pas votre réponse, même si on verra qu'on pourra donner notre avis après, tant que la personne en face n'a pas fait son propre cheminement. C'est très important. Et une fois qu'elle revient, passez à l'étape exploration. Ok, maintenant qu'on sait ça, est-ce que tu as déjà une piste? Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Qu'as-tu cherché par rapport à ça? On vient explorer les différentes possibilités de solutions. Là encore, la personne en face peut être un petit peu dans l'inconfort. D'habitude, tu réponds tout de suite, moi j'en sais rien, j'ai pas regardé. C'est pas grave. Réfléchis et reviens me voir. Donc vous voyez, ça peut prendre du temps. Et enfin, quand elle revient, c'est quoi la prochaine piste à suivre? Ou quelle possibilité préfères-tu entre les deux que tu m'as montrées? Hélas, ce n'est pas magique. Le questionnement puissant, désolé. Il y aura quelques obstacles. La première, et là je vais vraiment faire un rex de ce qui m'est arrivé ces derniers temps, c'est à éviter lors d'incidents critiques. Un incident critique, c'est quoi? C'est une urgence. Remettez votre casquette tech lead, votre cape de super-héros, sauvez le monde, et après, si vous voulez, et il faut faire d'ailleurs, faites une rétrospective pour voir comment ça s'est passé, pourquoi ça a été causé, et là, faites du questionnement puissant. Mais quand on est dans l'urgence et dans l'action, dans l'activable, allez-y droit au but, corrigez les choses. Attention quand vous accompagnez des personnes plutôt juniors, elles n'ont pas assez d'expérience pour avoir une solide réflexion fondée sur les bons principes, les bons patterns. Il faudra un petit peu plus les guider. Donc toujours mettre des petites graines quand même, les questionner, mais faire peut-être des questions un peu plus orientées avec ce type de profil. Ça demande un investissement, je vous l'ai dit. Ça prend du temps un petit peu au départ, et puis après, on s'habitue. L'inconfort des règles du jeu. Les gens qui sont habitués à ce que vous répondiez tout de suite, en fait, c'est plutôt sympa. Donc là, vous allez changer les règles du jeu, ça va les mettre dans une position pas super confortable. Et ça demande de la pratique. Pourquoi? Parce que moi, j'avais cumulé un peu plus de 40 ans de questionnement normal, et quand il a fallu faire du questionnement puissant, j'étais un petit peu sur des questions un peu bancales au départ. Du coup, je vous en ai fait une petite liste pour pas que vous tombiez dans le panneau non plus. Une question puissante, c'est une question qui se veut ouverte. Une question fermée, c'est OK pour tout le monde. C'est soit on répond par oui, soit par non. On réfléchit pas trop. Une question ouverte, elle, demande un petit peu plus de réflexion. Et quelques contre-exemples, ça m'est arrivé et ça m'arrive de temps en temps, ça va être par exemple d'orienter la recherche de la cause dans l'étape, la première clarification, mais vraiment de l'orienter fortement, avec nos expériences à nous. Typiquement, est-ce que ça ne viendrait pas du bac? Paf, vous fermez, et pour vous, c'est déjà résolu dans votre tête. Ça aide pas trop à l'autonomie. Ça peut être réduire le champ des possibles dans la phase d'exploration. Est-ce que tu ne penses pas qu'on devrait faire un bus d'événements dans ce cas précis? Là aussi, vous venez mettre votre propre expérience et votre propre avis. C'est d'utiliser des questions faussement ouvertes. C'est quoi ça? Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait refaire, à part refactorer? Ça partait bien pourtant.
Qu'est-ce qu'on pourrait refaire? C'était une vraie question puissante. À pas refactorer, vous venez biaiser, encore une fois, la réflexion avec votre avis à vous. C'est poser des questions du style « Est-ce que tu as vu la doc? Est-ce que tu as été dans les logs ?» Ce n'est pas des mauvaises questions, ça fait avancer le schmilblick. Mais en fait, la personne à qui vous dites ça, implicitement, va revenir vous poser les mêmes questions et vous répondrez exactement ces mêmes réponses. Alors que si, par exemple, je ne sais pas, moi, imaginez, vous dites plutôt « Qu'as-tu fait comme action pour vérifier et pour récupérer de l'information ?»« Ah, je vais regarder dans les docs. » C'est tellement plus puissant et impactant quand ça vient de la personne à qui vous avez posé la question. Et enfin, mitrailler de questions. Ça, c'est pas non plus une bonne façon de faire. La personne qui vient vous voir, normalement, c'est qu'elle a besoin d'aide, qu'elle est perdue. Être mitraillée de questions, ça va juste la perdre encore plus. Le questionnement puissant a besoin de temps, justement, pour réfléchir, pour poser le pour et le contre, pour tester aussi des choses. Il ne faut pas oublier l'importance de l'apprentissage par le test. Donc, il faut y aller étape par étape. Encore une fois, clarification, exploration, responsabilisation. Et enfin, je ne sais pas si vous connaissez la fameuse question « Mais qu'aurais-tu fait à ma place ?» utilisée par tant de tech leads et de managers que je connais. Ça, c'est se défausser. C'est ne même pas aider ou ne même pas essayer de guider la personne que vous avez en face. Ce n'est pas forcément une mauvaise question, mais il faut l'utiliser dans des cas précis. Donc, essayez vraiment de questionner la personne pour la faire avancer, apprendre et réfléchir. Donc au final, le questionnement puissant, ça va vous permettre de changer de posture, de passer de tech lead qui a la réponse à tout, et vous serez toujours le tech lead qui a la réponse à tout, à tech lead qui accepte de ne plus être la personne qui répond la première. Et donc de faire grandir vos équipes, de les faire monter en autonomie, et vous de récupérer du temps de disponibilité. Donc, demain ou lundi, essayez ça. Au lieu de donner une réponse, essayez une question. Je m'appelle Fanny Cloak, je suis accompagnatrice Agile et DevOps, formatrice et membre de la Tech Lead à CGI, co-créatrice de TEDx, un super meet-up dans la deuxième plus belle ville de France qui est Tours, juste après Niort. Et donc, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je pense qu'on a le temps pour des questions. Des questions puissantes. 3 minutes. Alors, il y a une question sur Twitch. J'ai une petite question. Est-ce que finalement, la démarche et la posture décrite n'est pas plutôt liée au rôle de lead dev et ne faudrait-il pas distinguer les deux rôles, lead dev et lead tech? Une personne peut-elle avoir une de ces deux casquettes seule ou les deux en même temps? Plusieurs questions. Oh. Que ferais-tu à ma place? Non. Alors, c'est une excellente question. Je vais y répondre en deux parties. La première, c'est qu'en fait, je l'ai intitulé Tech Lead, oser questionner. Ça pourrait être pour n'importe quel type de rôle, très clairement. Dès lors où il y a un souci de responsabilisation de périmètre, là, c'est clairement une question sur le périmètre, Tech Lead, Lead Dev. Ça dépend aussi de dans quelle boîte vous êtes, dans quel environnement vous naviguez. Moi, j'ai vu un petit peu de tout en termes de définition de Tech Lead et Lead Dev. Donc ma réponse, ça sera la suivante. Peu importe votre rôle, c'est une posture, une technique qui vous servira quoi qu'il arrive. Pour les parents aussi. Bref. Mais là, il faudrait faire un débat de 10 heures pour répondre à la question de la différence de posture entre Lead Dev et Tech Lead. Merci Fanny pour ton talk. J'ai deux questions, je vais essayer déjà une. À l'ère de l'IA, du coup, alors je me dis, le premier point de contact, ça va plus être le lead tech, ça va être Claude. Et est-ce que le lead tech va pas arriver avec en questionnant, en disant, pourquoi tu as fait ce choix, par exemple, ou qu'est-ce que tu voulais faire par ce choix? Et la réponse va être, je sais pas, c'est Claude qui a décidé pour moi. Et donc, face à cette nouvelle situation, comment tu penses qu'on peut gérer les choses? Alors, ça m'évoque deux trucs chez moi. La première, c'est que la première chose à laquelle ça m'a fait penser, ChatGPT, pour ne pas le nommer, finit toujours par des questions. Est-ce que tu veux que je précise ça? Est-ce que tu as besoin que je fasse ça? Donc, ils savent gérer les questions. Deuxièmement, par rapport à ça, c'est justement ça qui est terrible et ce à quoi le questionnement puissant va pouvoir servir.
c'est que ça prouve bien que la notion de responsabilisation, elle n'est plus du côté du dev, elle est du côté de l'IA qui a répondu au dev. Et donc, c'est encore plus précieux pour ça. C'est-à-dire que, OK, c'est OK d'utiliser l'IA, c'est même ultra recommandé aujourd'hui. Maintenant, est-ce que tu en as compris l'essence même? Est-ce que tu as compris pourquoi tu faisais ça? Donc, l'exploration de causalité. Est-ce que tu comprends les principes et les possibilités que ça offre après? Parce qu'il faut penser évolutif. Hein. S'il vous plaît, pensez maintenabilité et évolutivité quand vous utilisez l'IA. Donc, toutes ces choses-là font que, oui, ça va empirer les choses. Je pense que les tech leads vont encore être plus sollicités qu'avant. Donc, voilà, utilisez-le à fond. J'ai répondu à ta question, Paul. Merci. De toute façon, on arrive, je pense, au bout des questions. Si vous avez des questions, je pense que tu seras dispo juste après ta conf. Jusqu'à demain. Super. Merci, Fanny. Merci à vous.